Je me trouve en Outaouais, à Montebello, où je vais explorer le magnifique site de Kaynock Nature, une réserve naturelle privée qui a un partenariat avec Conservation de la Nature Canada. Et on en profite pour parler environnement. C'est parti! Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Qui ne rêve pas de s'évader dans un lieu de villégiature où le temps semble s'arrêter? À seulement 1h30 de Montréal et d'Ottawa, Kaynock Nature est l'une des plus grandes réserves naturelles privées en Amérique du Nord. Nichée dans la magnifique région touristique de l'Outaouais, Kaynock Nature permet l'évasion complète dans un milieu naturel extraordinaire. Une foule d'activités plein air t'y attendent à longueur d'année. L'Outaouais, c'est le terrain de jeu de mon ami Joe Explore, un passionné comme moi de rando. C'est un bon chum aussi. On va aujourd'hui attaquer une montagne assez impressionnante. Aujourd'hui, on va faire le sentier de la montagne Baldy. C'est une longueur de 8,5 km, une durée de 4 heures, une altitude d'environ 350 mètres, mais on parle d'un niveau expert, difficile. Et le sentier, c'est un aller-retour avec une boucle sommitale. Salut Alexis! Salut mon chum! Ça va? Ça va toi? Ben oui. Ouais? Content d'être en Outaouais? Oui, je suis content, toujours moi. Tu nous as préparé un bon petit défi aujourd'hui? Oui, le sentier Baldy, le sentier 10. Ouais. Bon, ben génial, t'es prêt? Oui. On y va? OK. All right, je te suis. Toi, mon Joe, t'es un passionné de rando, camping aussi. Oui, sortie en forêt. Sortie en forêt, backpacking. T'es partout sur Internet. Oui, oui. YouTube, Facebook, Instagram. Mon but, c'est vraiment de divertir, d'informer, mais aussi d'inspirer les gens à sortir plus dehors, à faire plus d'activités de plein air. T'es vraiment, comment je pourrais dire ça, un geek de la rando. Tout ce qui est gadget, matériel, t'expliques bien. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quand j'étais petit, je voyais des gens marcher sur la crête des montagnes. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Maintenant, c'est moi qui fais ça. Ouais, ça t'attirait. Oui. Puis maintenant, tu le vis puis tu le démontres aux autres justement pour en toucher des gens davantage et les amener à faire oui, ce oui. sport-là. Tous les gens peuvent le faire, ce genre de choses-là. Il faut juste y aller tranquillement, un petit pas à la fois. Quelqu'un qui débute, c'est pas le sentier à faire qu'on fait aujourd'hui. Nous autres, il faut qu'on y aille. Joe, dis-moi, ici dans l'Outaouais, qu'est-ce qui caractérise la région en termes de rando? L'Outaouais, c'est une grande région. Il y a un beau et grand réseau de sentiers pédestres. C'est des sentiers qui sont plutôt propices pour des randonnées faciles et intermédiaires. Comme on est à l'extrémité occidentale de la chaîne des Laurentides, à ce moment-là, on a moins de hauts sommets ici. Mais étonnamment, étant donné que c'est quand même assez plat ou vallonneux, ici en Outaouais, dès qu'on monte sur une montagne, on a des superbes vues au loin. Donc, c'est vraiment une belle région pour ça. On peut facilement aller chercher, faire des randonnées loin des foules. Ce qui n'est pas négligeable quand même, non, quand on veut un peu de paix. Si on veut entendre la nature, en profiter, c'est vraiment un attrait incroyable. Environ 10 de la superficie d'Outaouais, c'est de l'eau. Fait qu'on les lacs, on en a des beaux lacs, des belles rivières, des superbes chutes. Oui, puis c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles tu mets l'accent dans tes photos, dans tes montages, dans tes stories. Venez voir le terrain de jeu de mon ami Joe, l'Outaouais, ça vaut le détour. Question qui me brûle les lèvres depuis longtemps, Simon, parce que Kaynock, c'est la plus grande réserve naturelle au Canada, probablement en Amérique du Nord, en tout cas privée.
Comment c'est ça qu'on la connaît presque pas? Parce que c'est tout nouveau. Ça date de 2013, sur un territoire qui n'a pas été développé depuis la colonisation. Donc, il y a eu une cohabitation quand même entre les premiers colons, les peuples autochtones qui étaient ici, qui étaient quoi, les Algonquins ici? Kenok, c'est pas inconnu à ça, c'est un diminutif de Moké-Kenok, qui est la tortue, qui est notre symbole, notre logo, un symbole de longévité, de sagesse. C'est un animal qu'on retrouve dans à peu près tous nos plans d'eau. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup de plans d'eau, justement, sur la réserve. Oui, on a 60 lacs. La plupart regorgent de poissons, de truites. Il y a de l'achigan, il y a du brochet. Donc, on est dans ce morceau-là, vraiment méconnu dans l'arrière-pays, mais à une heure et quart de Montréal. Et là, Kenok Nature, maintenant, c'est un site où, en fait, on a une offre touristique. On est dans une propriété privée qui a un statut de protection comme un parc national, dans lequel on fait des activités touristiques, donc sur un pan de 65 000 acres, 26 000 hectares privés, dans énorme. un seul pan. Ah, c'est ça qui est cool ici, parce que les gens arrivent, évidemment, il y a des tarifs d'accès, mais cet argent-là va servir non seulement au développement de l'endroit, mais aussi justement à la protection et à la conservation de la faune, de la flore. Hey, super, merci pour les renseignements, Simon. Vraiment, j'ai plein d'idées, de choses à faire, ça c'est clair. Génial. Bien écoute, tu vas voir, 65 000 acres, là, t'as de quoi t'amuser. All right, cool, merci. Bien, écoute, Joe, on vient de terminer quand même une portion assez abrupte au départ, fait qu'il faut s'y préparer. Je trouve que le sentier, par exemple, il est vraiment beau. Hein? C'est pas un sentier qui est travaillé comme on est habitué de le voir. Oui, c'est un sentier naturel ici. Les sentiers sont bien balisés. Tu sais, si tu es attentif, là, tu vas trouver pas mal d'espèces. Vu que c'est une réserve naturelle, la faune, la flore est riche. Une petite salamandre tachetée bleue. Il y en a plusieurs sortes comme ça dans la forêt ici. Forêt mixte, forêt de feuillus. Ouh! Très cool. Liane, explique-moi un petit peu, c'est quoi ton rôle ici? Oui, je suis la directrice de l'Institut Kenok, qui est notre centre de recherche et d'éducation. Alors moi, je coordonne tous les projets de recherche, les étudiants, les chercheurs, et aussi je vais créer des programmes d'éducation pour les enfants puis les jeunes de la région. Notre but, c'est vraiment d'assurer la conservation, la protection du territoire à long terme. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme espèce majeure? En tout cas, qu'on a peut-être la chance d'observer quand on vient ici? Il y a plein de, c'est sûr, des orignales, des chevreuils, même des loups. Puis déjà, on a 75 espèces rares qu'on a retrouvées. Des poissons, des grenouilles, des salamandres, des plantes, un peu de tout. Alors, à chaque fois qu'il y a des découvertes, c'est juste un autre témoignage que le territoire est vraiment unique et spécial et ça vaut la peine de la protéger. Tous les chalets sont off-grid, ils ont des panneaux solaires, propane. C'est sûr que la compagnie de Kenok Nature, comme Pourvoirie, c'est vraiment une compagnie durable. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de notre environnement. C'est ça, exactement. Merci, Liane. Merci à toi. Aujourd'hui, je vous partage mes meilleures astuces pour sélectionner les aliments à emporter en randonnée. Il y a 3 facteurs à considérer pour déterminer ce qu'on va emporter comme repas et collation. Dans un premier temps, quelle est la durée de la randonnée? Donc, probablement que si vous partez pour une courte randonnée, vous penserez emporter des collations. À ce moment-là, on mise sur des glucides, donc principalement de l'amidon et des sucres, simplement parce que les glucides se digèrent facilement et que c'est l'énergie la plus utilisée à l'effort. Donc, je vous présente quelques collations que j'aime bien emporter en rando. Dans un premier temps, les compotes de fruits de type squeeze qui se consomment très bien pendant le mouvement. Deuxièmement, j'aime bien les muffins et les galettes maison. On peut également miser sur un mélange de type mixed trail maison. Donc, dans celui-ci, j'ai mélangé du maïs soufflé, des noix de soya ainsi que des fruits séchés. Les craquelins et les tortillas avec la tartinade peuvent également être intéressants. Et finalement, le classique, la barre tendre, si on mise sur un produit qui n'est pas trop transformé et pas trop riche en noix, puisque ces dernières sont plus difficiles à digérer. Si la sortie est plus longue, probablement que vous prévoirez un arrêt pour un pique-nique.
Donc, à ce moment-là, on peut prévoir un lunch complet qui contient des glucides et des protéines, puisque ces dernières sont plus rassasiantes. Le classique sandwich fait l'affaire. Je vous conseille de miser sur une protéine plus maigre, donc la poitrine de dinde, le thon ou les œufs. Sinon, les salades à base d'un grain sont particulièrement intéressantes. Par exemple, salade de quinoa, salade d'orge ou même une salade de pâtes, tout simplement. Le deuxième facteur à considérer, c'est l'intensité de la randonnée. Donc, si vous partez au pas de course, il est préférable de miser sur les aliments le plus digestes possible. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'effort, l'influx sanguin se dirige naturellement vers les muscles pour répondre à la demande en oxygène qui est générée par l'effort. À ce moment-là, les produits pour sportifs peuvent être super intéressants. On pense entre autres au gel, au jujube ou aux boissons pour sportifs. Ça m'amène à mon troisième facteur qui est la tolérance digestive indépendamment de l'intensité de la randonnée. Si vous êtes un randonneur d'expérience, probablement que vous savez déjà ce qui convient et ce qui ne convient pas. On a tous des amis qui pourraient manger un steak avant la randonnée, puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Si vous faites partie de ces derniers, évitez principalement les fibres, la matière grasse et les aliments très sucrés, puisque ces derniers sont beaucoup plus difficiles à digérer. N'hésitez pas à consulter une nutritionniste si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés. Ouais, c'est pas les premiers amas de roches qu'on voit sur le sentier. Celui-là, il est particulièrement gros. On appelle ça, comme tu sais, des kerns. Certains vont les appeler Inukshuk. C'est pas la même chose. En fait, l'origine de l'Inukshuk était pour montrer où allaient traverser les caribous pour les chasseurs. Mais les montjoie comme ceux-là ou les kerns, ben, c'est pour montrer le chemin, surtout quand on est sur une surface rocheuse ou sur un glacier ou à travers des tops montagneux où il y a beaucoup de brouillard. Ça nous permet de les aligner pour trouver notre sentier. On va le suivre, ce sentier-là. Ouais. Ça, ici, on a un feu qui a été fait récemment. C'est une problématique ici au sommet ou dans les zones protégées comme ici. Faire un feu comme ça peut être dangereux. Ça peut causer des feux de forêt. Oui, puis on en voit de plus en plus, tu sais, sur les caps de roche, mais aussi même dans les sentiers. Puis l'idée, quand on rencontre ce type de vestiges-là, de feu, c'est d'éparpiller les cendres, les morceaux de bois qui restent pour éviter que les autres randonneurs qui vont suivre se donnent l'idée d'en reproduire. Oui. Alors, on va faire... On essaie de cacher ça dans les boisés, justement. Aujourd'hui, pour notre conseil, on installe une bâche, un abri temporaire. Il y a plusieurs raisons de faire ça, Joe. Oui, on peut utiliser des abris temporaires comme ça ou une bâche pour se protéger soit des intempéries, du soleil, du vent. Aujourd'hui, je pensais faire un montage qu'on appelle lean-to avec un plancher. Alors, la première chose, on va installer la corde. Il faut faire un nœud statique. On pourrait, par exemple, faire un nœud simple. Mais aujourd'hui, Joe, tu vas nous faire un nœud de Sibérie. Oui, un nœud Sibérie, c'est génial. C'est facile à faire et facile à défaire. C'est qu'on est dans randonnée comme ça, on veut faire ça rapidement. Fait que c'est un bon nœud pour fixer à notre premier arbre. Oui, parce que le nœud simple, des fois, il devient difficile ensuite à défaire. Oui. Donc, c'est une autre meilleure méthode. Moi, j'utilise la paracorde 5,50. Ensuite, c'est 15 à 20 mètres, comme tu dis. C'est suffisant pour les besoins qu'on a souvent la plupart du temps. Tiens, Alexis? Merci, Joe. Alors là, on s'en va à notre autre arbre pour attacher la corde. Et bon, peut-être au passage, on pourrait vous mentionner qu'on a choisi un endroit, somme toute, assez plat pour ne pas abîmer la flore environnante. On a passé notre corde autour de l'arbre et là, ce qu'on veut faire, c'est un nœud tendeur. Qu'est-ce que tu fais comme nœud, toi, habituellement? Un nœud du camionneur, un trucker hitch en anglais. Parfait. Alors, je vous fais ça. On veut quand même avoir une certaine tension. On vient rechercher notre corde ici pour faire une boucle. Voilà. Parfait, parfait ça. Je te laisse finir ça. Ensuite, on passe la partie qui bouge ici dans notre corde. On la passe à l'intérieur, puis on le ramène vers l'arbre. Et ensuite, c'est ça qui fait la tension. On tire, on tire, on tire. Voilà. Ensuite, pour terminer le tout, ce qu'on fait, on fait juste passer pour que ce soit facile à défaire par la suite. On passe par-dessus et on va ramener le bout ici. Fait que ça, de cette façon-là, après ça, plus tard, quand on va voir le défaire, on va juste avoir besoin de tirer ici. Fait que maintenant, notre fatière est installée. Exact. On va être prêt à installer notre bâche par-dessus. Ça, on appelle ça un nœud pressing. Donc, on a un de chaque côté de la toile. Tantôt, on va utiliser ça pour tendre notre toile avant de l'installer sur le sol.
Puis ce qui est vraiment important quand on achète une bâche comme ça, pour être dans la forêt, c'est de choisir une couleur qui est vraiment discrète. T'as manqué ton coup, hein? Là, tu as des petits bouts de bois. Explique-moi donc pourquoi. Oui, bien, c'est pour éviter que toute la tension soit sur le nœud ici. Fait qu'on introduit ici un bout de bois. Donc, on vient de terminer de piquer la toile à l'arrière avec les 2 œillets. Et là, on va piquer ici devant, simplement pour éviter que le vent la soulève. Et c'est tout simple, on est prêt à en profiter. Hey Alexis, tu peux y aller, tu peux continuer ce sentier. Moi, je vais faire un petit somme et je vais aller te rejoindre. Ah ouais, viens-t'en, on n'a pas le temps de niaiser. Déjà. Ouais, aucun moment de répit avec Alexis. Aujourd'hui, je vous parle de minimiser l'impact des feux. Autrefois, on faisait des feux pour se chauffer, pour préparer les aliments. Aujourd'hui, c'est pratiquement plus nécessaire. Mais il y a quand même des campeurs qui n'envisageraient même pas camper s'ils ne pouvaient pas faire de feu. L'apparition de réchauds légers et efficaces, facilement transportables, a atténué l'impact causé par les feux traditionnels. Dans l'esprit des campeurs, les réchauds se sont imposés comme un article essentiel. Assurez-vous que tous les membres de votre groupe possèdent les connaissances requises pour faire un feu sans trace, parce qu'un vrai feu sans trace, ça laisse aucune trace. Ici, à Canuck Nature, il y a plusieurs activités qu'on peut faire, et ce, 4 saisons. Évidemment, plusieurs activités de plein air, et moi, j'ai décidé d'en essayer quelques-unes. J'ai découvert derrière les arbres une superbe tour d'escalade de 48 pieds. All right! Yeah! Woo! Ce qui est vraiment cool dans des réserves comme ici à Canuck, c'est qu'on a souvent accès à des lacs où on est presque seul au monde. Et il y a beaucoup d'espèces de poissons, truites arc-en-ciel, mouchetés, brochets. On peut pêcher évidemment à la mouche, mais aussi au lancer léger. Il y a plusieurs options. On a même des chaloupes ici sur place avec un beau coucher de soleil comme ça. C'est fantastique. On arrive enfin à la tour à feu Baldy, qui est une ancienne tour d'observation pour les feux de forêt. Aujourd'hui, on peut la grimper. Bon, c'est à nos propres risques. Mais Joe et moi, parce qu'on est amateurs de sensations fortes, on a décidé de grimper les 25 barreaux pour aller voir la vue panoramique. Pour découvrir les dernières nouveautés plein air, trouver des conseils ou en savoir plus sur les destinations proposées par Alexis, rendez-vous sur espace.ca. Capsule équipement, on retrouve notre ami Alexandre dans l'atelier Racultra. Cette semaine, on parle de la base, les systèmes de toit. Effectivement, au niveau des systèmes de toit, on a 3 grandes catégories. Donc, on a les véhicules avec toit nu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le toit. On a ensuite les véhicules avec point fixe ou rail encastré. Et on a aussi les véhicules avec les longerons surélevés. Donc, peu importe le type de toit, on a un système qui peut s'adapter.
Exactement, on va avoir des systèmes de barres transversales qui vont être compatibles avec 95% des véhicules sur la route. Et là, les barres transversales elles-mêmes, j'ai vu qu'il y avait, bon, anciennement on avait les carrés, mais ça a évolué, là, il y a différents types de barres maintenant. Oui, effectivement, ce qu'il y avait sur le marché avant, c'était principalement les barres carrées ou les barres rondes. C'était des systèmes qui étaient malgré tout un peu plus bruyants. Depuis quelques années, ils sont arrivés avec des barres profilées qui sont généralement en aluminium. Donc, les deux grands points, c'est que ça va être des systèmes plus silencieux, puis le fait qu'ils sont en aluminium, bien, les systèmes ne rouilleront pas. Et là, à partir de ce système-là, on peut ensuite ajouter des accessoires pour n'importe quel type de sport. Oui, exactement. Donc, à la base, ça prend toujours les barres transversales. Une fois que vous avez vos barres transversales, on rajoute les accessoires nécessaires, que ce soit le porte-vélo, porte-canot, porte-kayak, porte-planche, mettre des échelles, des matériaux. On a vraiment... Même pour les travailleurs, c'est ça? Oh, exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La seule chose à faire attention, c'est de toujours s'assurer de respecter les capacités de charge du rack et du véhicule, qui sont stipulées généralement dans le manuel du propriétaire. Hey, merci, Alexandre. Ici, à Canuck Nature, il y a beaucoup de possibilités au niveau de l'hébergement. Entre autres, la yourte. Vous pouvez également faire du camping sur la longue randonnée. Mais ce qui est impressionnant, c'est les gros chalets en bois rond avec différents niveaux de luxure et beaucoup d'inclusion, entre autres au niveau des sports aquatiques. Profitez-en. Joe, je voulais profiter de notre pause pour te demander, c'est quoi ton indispensable? Qu'est-ce que tu n'oublies jamais quand tu pars en rando? C'est mon rechargeur pour mon téléphone cellulaire. Moi, je produis des photos, des vidéos pour mon contenu multimédia. Ouais. Mais j'ai besoin aussi pour les applications. Sur mon cellulaire, j'ai une application GPS pour me diriger sur les sentiers. En ayant le rechargeur toujours avec moi, bien, je suis certain d'avoir de l'énergie pour mon cellulaire puis être en sécurité. Enfin, yes! Yeah! Hey! Regarde ça, c'est beau. Ça, c'est l'île qu'on a vue tantôt. Oui, c'est l'île, c'est ça, la petite île. C'est génial. Fait que Joe, merci d'avoir fait cette rando-là avec moi, de me l'avoir fait découvrir. Ça fait plaisir. Pour rappeler aux gens, tu vas écrire sur notre blog pour que ça marche, alexilrandonneur.com. Exactement. À l'occasion, d'ailleurs, il y a un article sur Canuck Nature que vous pouvez lire de Jonathan. Et puis, bien évidemment, on peut te suivre sur tes médias sociaux. Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram et également Joe Explore sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait après une rando comme ça, après le sommet? Le collet, hein? Allez, on retourne au chalet. Hey, gars, qu'est-ce que j'ai pour nous autres? Hey, la bière Canuck. Ouais, as-tu déjà goûté? Non, mais j'ai bien hâte. Ah, une bière de ton coin local que tu n'as pas goûté encore. Tiens, je te laisse ça, mon vieux. Merci. As-tu hâte de goûter à notre snack aussi? Oui. Hey, signé toqué, mon vieux. C'est-tu le gros luxe? Hey. Ça a l'air Bon. vraiment bon. On attaque-tu? Tout ça pour nous deux. Ouais. Là, j'ai découvert une belle place de l'Outaouais, mais next time, Ouais, ça me fait je plaisir. t'amène à en découvrir une à mon tour. Ça me fait plaisir.